Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode de 2026 de l'Action concertée. C'est un énorme plaisir pour moi de vous convier en cette période un peu de hangover de la loi 106, le projet de loi 2 et tous les chamboulements des derniers mois, mais pour quelque chose de très positif. Puis aujourd'hui, au moment où on enregistre, une journée super spéciale parce que c'était la journée où nos externes passaient en entrevue pour le programme de médecine familiale. Donc l'épisode qu'on vous a concocté aujourd'hui, c'est vraiment un épisode pour vous convaincre finalement que la médecine familiale, ça vaut la peine de le mettre comme premier choix puis d'opter pour ça, même encore aujourd'hui en 2026. Et j'ai la chance d'avoir un super panel de médecins de famille impliqués qui sont des modèles de rôle qui, à mon sens, sont inspirants. Fait que j'espère qu'on va réussir cette proposition-là pour vous convaincre, si vous en doutiez encore, que la médecine familiale, c'était plus que jamais d'actualité en 2026 de le choisir comme profession pour tout le reste de notre vie. Alors, j'ai avec moi Caroline Laberge, qui est un médecin du réseau de l'Université Laval, qui pratique au CHUL, qui est au CHUL et en GMFU, donc qui est un médecin enseignant, qui a une pratique très diversifiée en première ligne clinique, en enseignement, puis aussi en santé des femmes et en obstétrique. Elle travaille, elle fait des accouchements au CHUL. Caroline, elle est diplômée en médecine du mode de vie. Donc, c'est un nouveau champ de pratique qui s'ouvre au Québec tranquillement. Donc, c'est une des grandes promotrices. Elle a des intérêts en surdiagnostic, en santé environnementale. On a ensuite Dr Emmanuel Britton, qui est une médecin de l'Outaouais, qui a été médecin conseil au MSSS, dans le ministère de la Santé et des Services sociaux de 2023 à 2025. Elle a contribué aux travaux qui visent à la valorisation de la profession de médecin de famille. Elle pratique depuis 2010. C'est une diplômée de McGill avec une formation complémentaire réalisée à Toronto en santé de la femme et en périnatalité. Elle est engagée auprès de différents types de populations vulnérables et le Québec l'a regagné en 2017 où est-ce qu'elle s'est jointe à un groupe de pratique en Outaouais où est-ce qu'elle a connu différentes implications suite à ça. Et finalement, le dernier, non le moindre, on a docteur Frédéric Picotte, qui est un médecin qui pratique à Shawinigan, qui est un médecin qui a été médecin d'urgence pendant près de 14 ans, directeur du GMFU de Shawinigan. Et maintenant, il a laissé l'urgence tranquillement pour aller vers les soins palliatifs. Donc, on a un fabuleux panel qui montre toute la diversité qu'on peut faire au niveau de la médecine familiale en termes de pratique. Donc, merci tout le monde d'être là. C'est vraiment un grand plaisir de vous convier autour de la table aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup de Merci l'invitation. beaucoup. Fait que si je vous lance là, déjà dans le bain, là, si vous deviez là, décrire là, votre état d'esprit là, comme en ce début de 2026 là, comme médecin de famille, ce serait quoi votre mot si je commence avec toi, Caroline? J'ai choisi optimisme prudent comme mot. C'est bien? Frédéric, de ton côté? Moi, j'irais avec la notion de défi. Une motivation, un défi motivant. Dac. Puis Emmanuel? Je me lance. Je suis allée avec l'image. Moi, je vais dans une image. Un grand soleil de positivisme et d'espoir. Je me permets d'ajouter du visuel. C'est sûr qu'il y a des nuages, il y a des tempêtes qu'on traverse. Que le nuage avec quelques tempêtes, mais certains rayons là, qui arrivent à persévérer et à percer à travers les nuages. Ce serait où on est en janvier 2026 avec les rayons qui percent. Fait que quand même, c'est intéressant de voir que malgré les derniers mois, ben tout le monde est, oui, avec peut-être une petite prudence, mais on sent quand même un certain ton favorable à tout ça. Mais si je vous ramène, là, dans le fond, à vous, comme, tu sais, je sais pas si vous êtes tous relativement jeunes, là, mais est-ce que vous vous rappelez quand vous avez fait ce choix-là? Tu sais, déjà, quand vous êtes rentré en médecine, c'était-tu quelque chose qui était clair pour vous que vous alliez aller en médecine de famille ou à la base, c'était pas ça du tout qui vous guidait, là, quand vous êtes rentré au doctorat en médecine? Caroline d'abord. En fait, moi, pas du tout. Je suis rentrée en médecine, tout ce que je connaissais de la médecine à l'époque, c'était la chirurgie. Mes 2 parents sont chirurgiens. J'étais tombée dans la marmite étant petite. Donc, je connaissais pas du tout la médecine de famille. J'en avais jamais entendu parler. J'avais pas de médecin de famille quand j'étais petite. Puis, pendant tout mon pré-externat puis l'externat, j'avais des stages de chirurgie plastique, chirurgie pédiatrique. J'hésitais entre ortho de la main ou chirurgie plastique, pour vous donner, une idée du niveau où j'étais. Puis, j'ai fait mon stage d'urgence qui a été juste le mois avant les choix de résidence. Fait que si ma séquence de stage avait été, différente, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne serais pas devenue médecin de famille sans ce stage-là à l'urgence, que j'avais fait dans la vieille urgence du CHUL à l'époque. C'était vraiment des locaux désuets, c'était affreux, mais j'ai eu la piqûre pour, la médecine d'urgence, puis en particulier avec les enfants. Puis je revenais de mes shifts à la maison, je n'avais pas l'impression d'avoir travaillé. Fait que je me suis dit: «La médecine de famille pour l'urgence». Puis après ça, j'ai découvert la médecine de famille pour la médecine de famille quand je suis allée en stage en région Îles-de-la-Madeleine en deuxième année d'externat. Puis c'est vraiment à la résidence que j'ai découvert toutes les possibilités qui s'offrent à la médecine de famille, puis que finalement j'ai
eu une pratique diversifiée en hospice, bureau, obstétrique, mais finalement, jamais d'urgence. Alors, c'était pas prédestiné à une carrière en médecine de famille en commençant la médecine juste par manque d'opportunités. J'avais jamais été exposée à ça avant la 4e année, finalement. Mais bref, donc il s'agit juste d'une séquence, puis toi, tu te destinais pas à ça du tout. Puis là, maintenant, tu es complètement ailleurs comme médecin de famille, puis tu as pu explorer plein de champs. Toi, de ton côté, Frédéric, comment ça s'est joué, le moment où tu t'es dit: «Ah, peut-être que la médecine familiale», c'était-tu d'emblée que tu t'en allais vers ça ou pas pantoute? Pas en tout. En fait, j'avais beaucoup d'intérêt pour les soins aigus, soins intensifs, anesthésie. J'ai fait 6 semaines de stage en anesthésie, en cardio. Puis, finalement, quand j'ai fait mon stage en médecine, j'ai vu que j'aimais ça. Mais tu sais, c'était tôt un peu. J'hésitais parce que j'aimais aussi beaucoup l'urgence. Je trouvais que le médecin de famille avait un rôle qui était avec une certaine flexibilité. Tu sais, des fois, quand t'es pas sûr, je disais, tu sais, la médecine de famille offre ce spec-là. Puis ce qui est drôle, c'est quand je suis arrivé pour ranker, là, j'hésitais médecine interne, anesthésie, médecine de famille. À peu près, tu sais, c'était vraiment pas clair. J'ai dit: «Je vais aller voir des vieux patrons». Fait que j'étais allé voir des vieux patrons dans chaque domaine, puis j'ai jasé avec eux, puis je me suis dit: «À quel point tu vieillis bien avec ta profession?» Puis je dois dire que quand j'ai rencontré le médecin de famille, il y a quelque chose qui brillait dans ses yeux. C'est comme si la manière qu'il me décrivait son travail, ça avait quasiment pas l'air d'un travail. Il était passionné encore. On dirait qu'il avait la flamme. Puis j'essaie de comprendre pourquoi. Puis tu sais, je pense que j'ai appris un petit peu après ça, là. Tu sais, c'est le feeling de quand tu revois quelqu'un du secondaire. Tu sais, tu l'as pas vu pendant des années, puis tu le revois au centre d'achat. Tu dis: «Hey! Qu'est-ce que ça fait? Comment ça va?» Puis, ben, tu sais, fait que dans le fond, la médecine de famille, c'est ça. Il y a des gens que tu vas voir intensément, tu vas les accompagner à tous les mois pendant un bout de temps, là, tu les revois plus, puis là, tu les revois, ils viennent avec leur enfant, puis tu dis: «Hey!» Puis ta journée est pleine de ça. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'en vieillissant, le médecin de famille, sa pratique s'enrichit. C'est comme le bon vin, tu connais de plus en plus tes patients, tu les as accompagnés, tu es dans le vrai, tu sais, tu traites pas un problème, une plainte, une maladie, mais la personne dans ce qui l'amène aujourd'hui. Bref, j'étais pas au courant de ça quand j'ai fait mon choix, là, quand j'ai ranké, là, j'hésitais entre les 3 la veille, j'ai comme fait: «Ah, qu'est-ce que je fais?» Mais je me suis rappelé ce médecin-là, là, qui avait bien vieilli avec sa profession, puis je me suis dit: «Ah, si je veux bien vieillir, je pense que je devrais aller en médecine de famille». C'est bon, fait que s'il y a des étudiants qui regardent le balado, vont dire communiquer avec un patron, mais pas besoin de dire: «Hey, j'ai vu docteur Picotte, puis il disait de parler à un vieux patron pour pouvoir me confirmer mon choix». Peut-être qu'il m'appelle pas moi. Précisez pas c'est ça, précisez pas ça. Mais quand même, demander aux C'est bon. aïeux de la profession de pouvoir en parler, c'est toujours intéressant. C'est un bon conseil. Puis toi, de ton côté, Emmanuel, est-ce que c'était joué d'avance que tu allais en médecine familiale ou? C'était pas joué d'avance. Moi, je suis vraiment allée comme open-minded, en entrant en médecine. Puis là, je sondais, je voyais des expériences un peu diversifiées. Puis c'était un amour vraiment pour plusieurs choses. Tu sais, je faisais mon stage en pédiatrie, j'adorais la pédiatrie. J'avais fait mon stage en obstétrique, j'adorais l'obstétrique, mais arrivé en salle d'op, j'avais pas ce goût ultime là d'être chirurgienne en salle d'op. Il y avait plus le volet, oui, procédural, mais peut-être pas au point d'être en salle d'op, peut-être plus en externe, mais le suivi périnate. Puis là, fait que c'est sûr qu'il y avait le volet pédiatrie, obstétrique. Moi, je viens d'une famille, ma mère est infirmière, puis mon père est architecte ingénieur, mais vous allez voir où je m'en vais avec ça, c'est que, à leur retraite, ben, il a ouvert un ONG. Fait que j'avais accompagné mon père dans certains pays. Donc j'ai un côté international, santé mondiale. Dans ces projets mondial au niveau d'ingénieur architecte, ben moi, j'avais un intérêt en santé, fait qu'on me taguait avec un généraliste ou une sage-femme, dans certains pays. Dans ce cas-ci, c'est au Sénégal. Fait que j'avais cette touche aussi de polyvalence comme médecin dans d'autres pratiques à l'international. Fait que je gardais mon œil ouvert à tout. Puis là, ben j'aimais ça, j'aimais ça, j'aimais ça. C'est quelque chose que j'entends encore souvent de mes étudiants, c'est que certains patrons vont dire, ben, tu sais, t'es super bon, t'es super bonne, tu devrais aller en obstétrique. Bien focuser en obstétrique, bien te focuser en pédiatrie. Le commentaire qu'on a tous souvent entendu aussi, tu es trop bon pour juste faire la médecine de famille. Malheureusement, on l'entend encore à ce jour, de moins en moins par des campagnes de valorisation et de sensibilisation, mais c'est quelque chose que j'exposais. Puis moi, je l'entendais ça comme un défi. Vous allez voir, la pratique de médecine de famille, c'est spécialisé en soi. Fait que j'ai comme commencé à amasser les morceaux, mais le moment vraiment, c'est un individu, c'est un stage en particulier. J'avais l'opportunité d'aller à Toronto, puis pas pour la nommer, Danielle Martin, je l'ai croisée par hasard. Donc, j'étais dans l'équivalent d'un CLSC, dans un CHC, puis avec des populations vulnérables, avec un médecin qui faisait de la prise en charge. Mais j'ai rapidement vu qu'il y avait une médecin dans le bureau à côté qui faisait aussi de la périnatalité. Fait que là, je me suis comme
faufilée dans son stage. J'ai fait une pratique avec elle, puis là, ben, elle m'a invitée d'être de garde ad hoc pour les accouchements avec elle. Donc là, j'avais vraiment la totale. J'avais le volet international, j'avais le volet prise en charge, le volet périnatalité, puis elle suivait les enfants. Fait que c'était vraiment ce stage-là où j'étais comme, hey, comme médecin de famille, I could do it all. J'ai pas Mhm. besoin de faire un choix vraiment limité à une pratique. Puis je suis revenue avec ces expériences-là, puis j'ai poursuivi dans cette lignée-là. Donc, quand c'est arrivé au CAM, j'ai vraiment purement mis la médecine de famille, puis j'ai choisi par rapport au site de résidence là, de premier choix, deuxième choix. Puis je me suis focusée, puis à ce jour, je me suis réinventée, puis peut-être qu'on en parlera plus tard dans le balado, mais grâce à sa polyvalence, puis ses expériences-là, tu sais, déjà là, j'ai pu me réinventer à plus d'une reprise, dans quel domaine, je me concentre comme médecin de famille. C'est justement un point qui est intéressant parce que c'est une des grandes questions, puis c'est probablement une des grandes valeurs ajoutées de la profession, puis vous l'avez touché, respectivement un petit peu là, mais qu'est-ce que ça vous a permis comme médecin de famille de faire là, que la spécialité de médecin de famille vous a permis de faire que les autres spécialités vous auraient pas permis d'avoir? On peut se lancer. Allez-y. Ben, je pense que ça donne vraiment de la polyvalence au fil du temps, au fil de la carrière. Puis c'est le fun parce que, dépendamment de où on pratique, je pense qu'on s'adapte aux besoins de la communauté qu'on dessert. Après ça, en fonction dont on ajoute certaines tâches, des fois de gestion. J'étais devenue directrice de mon GMFU aussi à un certain moment. J'ai arrêté l'hospitalisation parce que bon, il y a 24 heures dans une journée. Après ça, Malheureusement, oui, malheureusement. malheureusement, malheureusement. Mais de combiner différentes choses, au fil du temps, puis ça continue d'évoluer, puis on vieillit avec notre clientèle. On apprend avec notre clientèle les pathologies auxquelles on est soumis aussi. Je fais des suivis de grossesse, des accouchements depuis 20 ans. Ma patientèle, ce sont les mamans que j'ai suivies enceintes, leurs petits bébés. Ben, maintenant, ils sont toutes en périménopause. J'ai des C'est ados ça. qui se Au début, tu mutilent. Je faisais suis plus de rendue vraiment TDAH puis de oui, contraception, puis là, je suis tranquillement, tu as rendue vraiment migré. bonne en santé mentale par, obligation. Un peu tout ça qui fait qu'on se réinvente au fil du temps. Puis, tu sais, il y a encore des aspects de l'hôpital, de l'hospitalisation qui me manquent, mais surtout des aspects de fin de vie. Fait que je sais qu'à un moment donné dans ma carrière, je vais retourner plus vers les soins aux personnes âgées, peut-être les soins palliatifs, l'aide médicale à mourir. C'est des choses que je sais que ça m'intéressera un jour. Je suis pas là tout de suite dans ma carrière, mais je sais que ça va évoluer dans le temps. Puis c'est ça qui est vraiment plaisant, là. Toi, Frédéric? Ça me parle beaucoup, ce sujet-là. J'ai commencé, moi, à l'urgence. J'aimais beaucoup la cardio, j'aimais beaucoup l'écho. Fait qu'apprendre le CG, l'écho, ça fait partie de c'était quasiment, je me suis auto-formé là-dedans. J'ai adoré cette expertise-là, j'ai adoré le défi, j'adorais l'urgence, mais avec mon milieu de vie, j'avais aussi le bureau, tu sais, fait que je trouvais que j'avais un bel équilibre. Le bureau me permettait d'aller chercher le lien, tu sais, d'être plus justement, apprendre à connaître les patients, trouver la bonne façon. Parce que tu sais, des fois, il y a des patients que au début, le courant passe pas, puis éventuellement, tu trouves une façon. Il y a comme puis Les là, ça apprivoises. marche, exact. Puis quand ça arrive, c'est comme un petit miracle parce que au début, c'était tendu, tu étais pas heureux toi non plus. Puis là, tu trouves une façon que ça marche, puis là, vous êtes développé une relation. Ça, c'est tout le temps magique quand ça arrive, tu sais. Puis avec le temps, dans le fond, les enfants, tout ça, les soirs, les fins de semaine, les tournois de hockey, j'avais moins de temps. Puis naturellement, j'ai comme dit, ouais, ben là, l'urgence, j'aimais moins le défi comme avant. Le défi me plaisait moins. Je voyais plus les inconvénients. Et à ce moment-là, tout naturellement, j'ai dit, ben regarde, je vais faire un changement d'un MP, puis je vais aller essayer les soins palliatifs. Il y avait des besoins. Fait que j'ai conservé mon rôle à l'enseignement, j'ai conservé mes patients, mais j'ai remplacé la MP d'urgence par des soins palliatifs. Puis ça a été une des plus belles expériences parce qu'on est passé de l'intensité de l'urgence à l'intensité humaine. L'accompagnement, on les voit souvent, on les connaît encore plus. Tu sais, on développe vraiment, on est dans le vrai, on est dans l'intense. Il y a pas de masque quand on va mourir. Puis j'ai fait, dans le fond, à l'automne, ma première aide médicale à mourir où ce que c'est moi qui ai administré ça. Puis c'est bizarre parce que combien de fois j'ai joué avec du propofol à l'urgence et là, je donne du propofol pour la fin de vie. Puis d'une grande intensité, ça m'a hanté quelques jours avant, mais c'était tellement un beau moment. J'ai vécu quelque chose avec la famille, puis j'ai été reconnaissant parce que sur le coup, je n'avais pas fait. J'avais quasiment le goût de dire: «Ah, qu'un d'autre le fait, que le fasse», tu sais. Mais j'ai eu ce défi-là un peu de dire comme à l'urgence: «Si tu as fait l'urgence, si tu as fait tellement d'affaires, tu es capable de faire ça aussi». Puis là, il y a une de mes patientes qui me l'a demandé récemment, ça va être mon deuxième cas. C'était ta patiente. Exact, c'est ma patiente. Les 2 cas, c'est ma patiente que j'ai accompagnée. J'avais pas vraiment le goût, j'étais inconfortable un peu là-dedans, mais tu sais, je me suis dit: C'est le soin ultime. Tu sais, qui d'autre que moi pour le faire puis accompagner ma patiente que je connais depuis 1 an, que je vois toutes les semaines là-dedans?»
Puis cette intensité-là humaine, je vais la revivre encore là, bientôt là, en février. On a décidé de la date, hier pour une autre patiente. Fait que pour moi, je suis reconnaissant parce que justement, ça montre un changement de milieu. Puis un des patients, dans le fond, qui est spécialiste dans un autre domaine, puis il me disait ça, il disait: «Tu chanceux, Fred, de pouvoir changer comme ça de milieu parce que, tu sais, à un moment donné, là, ça donne c'est comme une nouvelle carrière qui commence». Fait que pour ça, je suis reconnaissant. Puis je sais pas s'il va peut-être avoir un autre défi, tu sais, comme tu disais, la gestion, j'ai été chef de mon GMFU pendant 6 ans, pendant la pandémie. Ça a été un beau défi, ça aussi, d'organiser les soins. Mais c'est ça qui est positif, c'est que tu es pas obligé non plus de savoir. Tu sais, il y a beaucoup des jeunes qui disent, tu sais, l'incertitude, ben, en médecine de famille, il y en a beaucoup d'incertitudes, mais on apprend à la gérer. Mais en contrepartie, l'incertitude pour le choix de carrière, ça permet une flexibilité. Si tu pas sûr à 100, tu vas te trouver un chemin qui fait du sens et qui te fait plaisir. Mmh. Puis de ton côté, Emmanuel, qu'est-ce que tu penses que la médecine familiale t'a permis de faire que tu n'aurais pas pu faire si, mettons, tu avais été tu avais pas l'intérêt en obstétrique ou en chirurgie, mais Mmh. qu'est-ce que tu penses que ça t'a permis d'aller chercher qu'aucune autre profession en médecine spécialisée offre? Il y en a ce que plusieurs de mes collègues m'ont dit, c'est sûr que je dis souvent, tu sais, je vais me rendre utile et pertinente parce qu'il y a des besoins, mais tout en me respectant aussi dans mes niches d'intérêt puis mes expertises, parce que plus tu as d'intérêt, plus tu t'épanouis, plus tes compétences augmentent, puis plus tu as cette confiance, puis tu veux contribuer. Fait que je trouve que ces éléments-là ont vraiment nourri, que ça soit que quand j'ai fait mon training à Montréal ou quand j'ai pratiqué à Toronto ou quand je suis revenue en Outaouais, puis là, il fallait que je fasse le choix entre Ottawa ou la région d'Outaouais. Donc, tu sais, il n'y a jamais eu un questionnement de un, est-ce qu'on va avoir besoin de moi? Ça, c'est vraiment, là, moi, j'ai des collègues qui ont fait des surspécialités. Ils s'épanouissent dans une sur spécialité, puis arriver à un choix de où s'installer ou déménager pour des raisons personnelles ou professionnelles d'eux-mêmes ou de leur conjoint-conjointe, ça a été très limité, par choix de poste. Parce que des fois, il y en a 2 dans une ville totale, dans un centre tertiaire, donc il y a certaines limitations. Quelque chose que on a le privilège comme médecin de famille de ne pas à faire face. Il va toujours avoir un besoin pour un médecin de famille dans un certain domaine. La prise en charge, c'est quelque chose qui m'a toujours suivie, mais toujours quelque chose que j'ai fait à temps partiel. Ça a toujours été en équipe. Donc, tu sais, on a vraiment vécu le boom de la médecine de famille en équipe interdisciplinaire, ce qui se permet aussi, puis j'entends de mes collègues, de pouvoir, si on le veut, on pourrait faire de la prise en charge à 100, mais ça nous permet aussi de, si on veut développer d'autres niches de pratique, de pouvoir se sortir de sa pratique tout en sachant que nos patients vont recevoir les soins adéquats en notre absence. Ce peace of mind-là, c'est incroyable. Je veux dire, il y a eu un moment donné dans ma carrière où est-ce que, par bénévolat, j'allais en Haïti 4 fois par année, 4 à 6 semaines. Puis c'était convenu avec mon équipe à Toronto. Je faisais du outreach à Toronto, puis je faisais du outreach en Haïti. Donc, quand j'étais en Haïti, ben la polyvalence de la médecine de famille avec les soins d'obstétrique, et cetera, pédiatriques aussi, ont permis de pouvoir contribuer à des programmes qui maintenant, avec la population et les expertises qui sont locales, ont repris le tout et le font d'une façon indépendante. Mais j'ai pas eu à tu sais, j'avais le choix de la contribution des besoins de la population tant à Toronto que tant en Haïti. Et j'ai pu adapter selon, oui, mes intérêts, mais selon le fait qu'on est exposé, puis on peut aussi se reformer et partager ces compétences-là avec plusieurs différentes populations qui en ont besoin. L'autre chose que j'ajouterais rapidement, c'est que plusieurs domaines ont eu comme j'ai pratiqué dans plusieurs domaines. Je ne les pratique pas tous en même temps, mais j'entends souvent par des étudiants, des résidents, mais comment je vais faire pour choisir mes stages, pour avoir la formation requise, pour m'assurer, tu sais, si je veux faire de l'urgence, mais là, je vais oublier, mais là, si je veux faire de l'obstétrique, mais là, fait que là, ils essaient tous de condenser dans les électifs puis dans leur résidence. Puis, ce qui est de toute beauté, c'est qu'advenant que 10 ans en pratique plus tard, tu arrives dans une communauté, puis il y a un besoin X. Je veux dire, par exemple, pour les IVG. Puis là, il y a pas de médecins qui le font. Ben, le collège, puis la formation qui est disponible va t'accompagner pour te reformer. Fait que tu peux développer ces compétences avancées-là, même à mi-carrière, à fin carrière, pour pouvoir te réintégrer dans un milieu que tu n'as pas fait nécessairement comme concentration, comme étudiant ou dans ta résidence. Puis ça, c'est Frédéric qui le disait, tu sais, le patron qui était jaloux, qu'on peut changer de niche au fur et à mesure, non seulement par notre formation, mais par des reformations aussi. On peut changer de secteur complètement, comme tu le fais, Frédéric, de l'urgence en soins palliatifs. Puis ça, cette polyvalence-là,
C'est un des grands attraits qu'on a longtemps promu en médecine familiale. Puis là, je vais je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que je sais que les étudiants ont en tête quand même là, les derniers mois, et puis les discours, puis les lois qui ont été passées dans les derniers mois. Puis on a beaucoup parlé justement de prise en charge, d'orientation, de règles très strictes. Hem, comment vous on parle des changements de rémunération qui s'en viennent, qui vont peut-être orienter. Il y a beaucoup d'incertitudes, c'est vrai, mais comment comment est-ce qu'on arrive à s'y retrouver finalement au-delà? Parce que vous êtes 3 cliniciens qui avez fait évoluer vos pratiques. Est-ce que vous pensez que pour un jeune qui doit faire son choix maintenant, cette polyvalence-là va avoir encore sa place en médecine familiale ou vous pensez que le choix devrait être guidé par autre chose présentement? À la lumière de ce qu'on sait présentement. Je peux peut-être me lancer. Ce que je dirais à l'étudiant, puis je le dis aujourd'hui, même que je me sens encore étudiante, mais là, ça fait trop d'années, là, ça fait plus d'une décennie, fait que je suis plus là. Mais la médecine de famille à laquelle j'ai été exposée comme externe, comme résidente, n'est pas la médecine de famille que je pratique aujourd'hui. On va juste se rappeler des pocketbooks, là. On avait tout le sarrau blanc avec plein de puis tu sais, après ça, on a eu le Palm Pilot, puis là, on a l'intelligence artificielle qui amène nos patients et nous-mêmes encore plus loin. Fait que, tu sais, je pense que on doit se projeter à se dire, regardez les core values de la médecine de famille qui est au cœur de cette profession-là, puis se dire, c'est vraiment ça qui va guider la médecine, ma pratique à moi et mon choix, ma vocation, ma petite lumière qui va persister à travers tous ces changements-là, de pratiques qui vont évoluer, d'organisations qui vont changer leurs priorités, de politiques qui vont venir et passer. Euh, on en a entendu des vagues de changements majeurs. On l'entend au Québec, on l'entend au Canada, on l'entend à l'international. Puis ça peut effectivement ébranler puis se remettre en question à se dire, coudonc, la profession va exister comment? Puis je vous dirais, on sort de certains mois qui ont été difficiles. Il y en a eu d'autres au sein de la médecine de famille. Avoir fait les travaux de valorisation, des fois, on a l'impression qu'on se répète. Puis qu'on se répète d'il y a plusieurs années, puis qu'on joue la même cassette, puis on ramène les mêmes défis, puis les mêmes irritants. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution qui a été faite. Si je peux me permettre, aujourd'hui, on sort d'une tempête, le soleil va briller, on est sorti de d'autres tempêtes. Moi, j'ai un patron qui me dit ça quand j'étais étudiante. J'ai un supérieur qui me racontait l'histoire de sa carrière, de quand il était étudiant, jusque dans ses doutes, jusqu'au moment qu'il arrivait à sa fin de pratique. Puis il m'a transmis une leçon qui m'a jamais quittée. Il a dit, choisis ton champ de pratique en écoutant ton cœur. Pas le bruit qui est autour, pas les peurs du moment, parce que le cœur même de la médecine de famille, on l'entend, la relation, la présence, l'humain, c'est tellement plus encore. Puis il m'a rappelé de dire, écoute, l'environnement externe d'aujourd'hui, là, que ça soit les obstacles, les structures, les organisations, les politiques, ça, tout change. Mais une vocation, ça demeure sincère, puis ça demeure au cœur de notre profession, puis de notre vie. Puis c'est cette lumière-là que j'ai apportée tout au long du parcours. Parce que les tempêtes, les nuages, on les vit dans nos cliniques, on les vit dans nos hôpitaux, on les vit localement, régionalement, dans différentes provinces et à l'international. Ces défis, croyez-le, on les a vécus ensemble, mais on se lève. Puis la vocation de la médecine de famille, elle y survit malgré tout. Puis de ton côté, Caroline, comment Je tu trouve ça super beau, ce que tu dis, Emmanuel. Puis, tu sais, même je ferais du pouce sur ce que tu dis par rapport à l'international. Tu sais, j'ai eu la chance d'apprendre un peu les structures dans différents pays et tout ça. Puis, notre modèle d'organisation de première ligne est vraiment extraordinaire. Puis, il est vraiment valorisé dans plusieurs endroits du monde qui essaient de mettre en place un système de première ligne comme le nôtre qui améliore les issues de santé pour la population. Donc, c'est quelque chose dont on peut être excessivement fier. Le Collège des médecins de famille du Canada accompagne plein de pays via le centre Besserour pour les aider à mettre en Mhm. place une première ligne. Fait que, tu sais, on est un modèle de rôle au niveau mondial. Le modèle canadien, je pense que c'est quand même important de le reconnaître et d'être content de ce qu'on a. Tu sais, c'est facile de chialer de ce qui va mal, mais quand même, on a un système qui, à bien des égards, est très bien. Ceci dit, c'est sûr qu'il y a des défis, puis quand on passe à travers des tempêtes comme celle de cet automne, c'est plus difficile. Hem, je pense qu'il faut se rappeler aussi un peu la notion de contrat social, un peu les obligations qu'on a face à notre population. Puis c'est sûr que je suis très préoccupée par le manque d'accès aux soins pour les patients qui ont pas de médecin de famille, puis le fait que ce soit comme un sine qua non de 2 types de personnes, là. Tu as ou tu as pas un médecin de famille, donc tu as ou tu as pas accès aux soins de santé. Genre, ça a comme pas de sens d'avoir une espèce de médecine à 2 vitesses comme ça. Fait que je pense qu'on a un devoir envers la population d'organiser les soins et
de contribuer à la hauteur de ce qu'on est capable. Puis je pense qu'il faut travailler tous ensemble là-dessus, puis c'est évidemment pas de la faute des médecins de famille, cet état-là de la situation. Il y a une croissance démographique, une explosion, il y a le vieillissement de la population avec beaucoup de maladies chroniques, les cas qui se Exact. complexifient. Toute la médecine est beaucoup plus compliquée qu'il y a 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que j'ai gradué, puis le nombre d'affaires que j'ai pas appris pour mes examens, c'était bien plus simple d'étudier 2 molécules en diabète que ce qui existe maintenant. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est excessivement plus complexe qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans. Les besoins de la population explosent. Fait qu'il faut s'adapter. On n'a pas le choix de se réinventer, de réinventer le mode de rémunération. C'est absolument, je pense, une bonne idée. Maintenant, c'est comment faire. Le diable est dans les détails. Je pense qu'il va falloir le réfléchir adéquatement pour pas qu'on fasse un balancier un peu comme on fait dans les 15 dernières années, 20 dernières années, D'un plus bord de de ci, l'autre. moins de ça. Tu sais, il manque du monde à l'urgence. Oups, là, on vide les bureaux. Wow, il manque tellement de bureaux. Wow, on vide les urgences. Tu sais. On passe notre temps à donner des coups de volant puis à s'en aller dans le clos, là. Fait que je pense que ça prend un conducteur stable avec une vision à long terme. J'ai un peu d'espoir. Je ne sais pas si Santé Québec pourra jouer ce rôle-là, d'avoir une vision plus long terme, de dire on va faire des changements structurels, on va les faire tranquillement, puis on va se rendre là, pas faire des changements électoralistes ou court terme, faire des démonstrations de force, mais vraiment axer sur qu'est-ce qui va améliorer la santé de la population. Puis, c'est sûr que les médecins de famille ont leur place dans ce bateau-là. Je pense qu'on lead cette transformation-là, puis on a le devoir là de prendre ça. En fait, probablement plus aujourd'hui que jamais dans le contexte de la complexification des, tu sais, on le disait, maladies chroniques. Les patients, ils ont tous 3, 4, 12 maladies, plus toute la complexité des enjeux sociaux qui sont présents dans la population, puis qui s'invitent aussi au bureau. Mmh. Ben, les médecins de famille, on est clairement, probablement le, on se dit souvent le jack of all trades, là, mais c'est vraiment ça, là. Et on est à l'aise aussi bien pour gérer un diabète que de gérer quelqu'un qui vit un grand stress, qui est en, PTSD ou peu importe. Puis on va arriver à départager les choses dans plusieurs cas versus de dire, ben, on va gérer notre épisode de soins. Fait que ça, c'est une de nos grandes valeurs. Mais si je fais du pouce sur ça, tantôt, Frédéric, toi, tu as commencé en disant s'il y avait un mot qui résumait ou avec lequel je voudrais commencer, c'est défi. Et justement, là, mettons, c'est un externe là, qui vient te voir comme vieux docteur pour l'inspirer puis savoir s'il doit choisir la médecine familiale, puis qui dit: «Ah, j'aime ça la médecine de famille, mais tu sais, avec ce que j'ai vu dans les derniers mois, ça me fait peur, là». Toi, tu lui répondrais quoi, là? Je dirais qu'il faut adopter la posture à long terme. Moi, mon oncle, qui est médecin de famille, quand il a commencé sa pratique, là, au début des années 80, il fallait qu'il fasse de la publicité pour se trouver des patients. Fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, il fallait mettre un annonce dans le journal, puis on espérait que le téléphone sonne. Et là, toi qui es intéressé par la médecine de famille, tu as la chance, tu as une chance d'avoir où tu veux travailler, il y a des besoins. Dans le fond, les gens sont un peu insécures parce qu'ils disent: «Est-ce qu'ils vont me contraindre à faire quelque chose que je veux pas?» C'est ça, tu sais, c'est ça l'idée avec les ANP, tout ça. Est-ce qu'ils vont m'obliger à vraiment faire quelque chose que je veux pas? Puis honnêtement, vous regardez à droite, à gauche, partout dans vos collègues, y a-tu quelqu'un qui fait vraiment ce qu'il veut pas? Avez-vous vu ça? Moi, je vois pas les gens, on dirait c'est sûr que des fois, tu dis: «Bon, mon AMP 100 c'est ça, mais finalement, bon, ça a pas donné. Je me suis trouvé une petite voie de contournement. Je fais un peu plus de ça, mais je fais quand même mes accouchements, je fais quand même, mes patients pédiatriques». Tu sais, dans la clientèle, tous les gens, on a des petits billets. On finit par avoir dans notre bureau une majorité de ce qu'on aime. Fait qu'à moins que l'étudiant t'a dit: «Moi, là, je veux vraiment juste faire telle affaire, là, très précis. Je veux juste faire de la chirurgie mineure à temps plein ou des infiltrations». Mais là, tu as vraiment des intérêts qui sont très, très, très nichés. Là, je dirais: «OK, parfait, ben commence pour ça, tu verras. Tu veux juste faire de l'urgence, il y a de la place en masse pour faire de l'urgence». Tout le monde se cherche des gens qui vont faire de l'urgence à temps plein. Fait que si tu as le moindrement une ouverture, t'aimes le lien, t'aimes la flexibilité, il va se passer quelque chose. Puis ce qu'on entend partout, c'est qu'on veut simplifier les AMP. On était sur le comité de valorisation, tu sais. On sait que les gens, quand ils sont heureux dans quelque chose, ils vont avoir le goût d'en faire. Puis quand on faisait les entrevues, puis qu'il y a un étudiant qui nous disait: «Moi, là, c'est vraiment, j'aime pas ça, ça», on avait beaucoup, beaucoup, je dirais, d'écoute à dire: «Regarde, c'est ça notre besoin, mais on peut-tu s'organiser dans notre équipe? Y a quelqu'un dans notre équipe qui, lui, voudrait faire ça, puis on va pouvoir faire un switch?» Tu sais? Moi, je pense que les gens, c'est quand on les remet sur le terrain, puis qu'on les remet dans les équipes, on va s'organiser entre nous pour que ça marche. Puis quand tu me parles du défi à relever, je pense que c'est ça, c'est d'aller chercher les forces puis les intérêts des gens, puis dans ce temps-là, on va amener le système vers le haut. Fait que plus on fait
de la flexibilité. Small is beautiful. On essaie de regarder dans notre communauté c'est quoi les besoins, puis on s'organise entre nous. Il y a de l'espoir. Puis ultimement, c'est ça, nous, comme équipe, comme médecin de famille, qu'on va faire. C'est, le défi est là, c'est on est-tu capable, comme équipe, oublier le politique, oublier tout, de revenir à notre communauté aux besoins de base, se regarder, puis dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça avance. Puis, tu sais, si on a un petit peu de budget qui nous permet cette flexibilité-là, puis un soutien des instances politiques, ça va aller mieux. Puis là, les admissions en médecine augmentent, puis tout ça, éventuellement, là, ça va être un beau problème, mais il va y avoir moins de manque parce que c'est la seule chose que j'aime pas de mon métier, c'est qu'il manque de médecins de famille. Mais rajoute là des médecins de famille un petit peu, là, puis tabarouette, hey, on va être bien. Fait que moi, je pense que nous autres, on a peut-être connu le pire. Moi, je pense que le meilleur est à venir. Fait que je dirais à quelqu'un, prends pas des décisions, tu sais, dans le fond du baril. C'est comme quelqu'un qui est en dépression. Tu dis, c'est pas le temps de refaire ta vie quand tu es en dépression. Ne prends pas les choix tout de suite, là. Donne-toi de 2, 3 semaines, là, tu sais, puis après ça, tu prendras tes décisions. Fait que moi, je pense que la médecine de famille, au contraire, c'est probablement le plus beau médecin pour choisir cette profession. Et justement, pensez-vous qu'on peut parce que, tu sais, la génération là, qui s'en vient, là, c'est nos beaux étudiants. Moi, je les vois, là, ils ont comme soif de pouvoir changer la manière dont on fait les choses. Puis, Mmh. tu sais, eux autres, ils vont réinventer moi, j'aime leur dynamisme, j'aime leur espèce de manière de concevoir les solutions complètement différemment. Est-ce que vous pensez que la médecine de famille, c'est un endroit où est-ce que, justement, on peut encore changer le système au Québec? Tellement. Si je peux me permettre de rebondir, tu sais, j'ai entendu le mot transformation tantôt, là, c'est un levier de transformation. Il prend de plus en plus sa place en innovation, développement, recherche. Puis tu sais, t'as pas besoin, t'as besoin, on en va dans la publication, puis dans les congrès et tout, mais même à l'échelle locale, là, quand tu veux t'impliquer, tu veux changer quelque chose, les patients sont instruits, les proches aidants sont instruits, leurs familles, des fois juste entre patients et soignants, on trouve un petit défi qu'on se dit: «Écoute, on est vraiment dans des difficultés». Parlant de toute ton région, on a des difficultés. L'Outaouais en a eu pendant plus et en a Il y encore en a encore, dans oui. tous les endroits. Mais c'est sûr qu'on peut se reculer, puis il faut les nommer, les défis, absolument. Mais sincèrement, dans toute région et dans toute instance, parce que les plus gros défis, souvent, c'est où on relève les plus belles innovations. On entend beaucoup de proximité, on entend beaucoup de, tu sais, s'investir en première ligne par des solutions concrètes sur le terrain, du terrain, à l'échelle locale. Puis ça, il y en a plusieurs, puis il faut les faire promouvoir et connaître encore plus. Il faut donner, faire rayonner une visibilité. Puis c'est vraiment from the ground up. Puis c'est tellement inspirant quand ton pharmacien communautaire ou et ton infirmière et ta secrétaire et ton patient et ses proches aidants se disent, écoute, ça marche pas pour moi, puis ça marche pas pour mon voisin. Puis là, vous concoctez une solution maison qui est vraiment intéressante. Puis là, vous la mettez en place, puis elle fait des petits, puis elle pollinise le reste, puis là, tu la fais rayonner, puis il y en a d'autres qui l'adoptent selon leur réalité locale aussi. On peut faire ça au quotidien avec tellement de petits gestes et de petits actes. Puis ça, pour moi, mais ça nous enlève un certain fardeau quand le système il est très lourd, parce qu'on se dit, c'est vrai que je fais une réelle différence en soignant mon patient, mais je peux aussi faire des réelles différences aussi micro que macro dans le système lui-même. Fait que quand j'entends cet appétit-là, parce que je me dis: «Écoute, il y a plein de mini projets qu'on peut faire, puis qui peuvent persister dans le temps, puis qui peuvent faire une réelle différence aux patients dans mon bureau, puis à la population, puis la communauté que je desserre». C'est vraiment inspirant. Des fois, il faut juste s'arrêter parce qu'il y a trop d'idées. Puis il y a des nouvelles manières de faire. Puis Caroline, tu es une extraordinaire ambassadrice de ça parce que puis ça, je pense que ça va vraiment rechercher là, les jeunes là, de la Gen Z là, qui sont sur les. La Gen Z, j'ai l'impression de parler comme ma fille de 14 ans, mais qui sont présentement à faire leur choix, à savoir je-tu pour la médecine familiale ou je pour une spécialité ou autre chose. Mais il y a quelque chose de vraiment unique que la médecine de famille offre, puis que vous avez, entre autres, promu à l'Université Laval, à savoir la formation, la certification en médecine de mode de vie pour justement pas juste traiter la maladie, mais prendre ça avant. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben oui, avec grand plaisir. En fait, en anglais, c'est ce qu'on appelle le lifestyle medicine ou la médecine par le mode de vie en français. Certification, moi, que j'ai passée en 2023, mais j'en ai entendu parler autour de 2021 environ. Là. Dans une conférence de la FMOQ, j'ai entendu parler de ça pour la première fois, puis c'était comme nouveau. À vrai dire, ce que j'ai découvert, c'est vraiment, bon, la médecine, ça repose, je veux dire, la médecine sur le mode de vie, ça repose sur 6 piliers qui sont la base de la santé. Puis là, il y a personne qui tombe à terre. Les 6 piliers, c'est alimentation, activité physique, gestion du stress, sommeil, connexion sociale, puis éviter les substances à risque, tabac, alcool, drogue. On peut mettre dépendance aux écrans là-dedans aussi.
Mais ce que ça m'a fait, dans le fond, c'est de rejoindre une communauté de pratique puis une structure. Il y a énormément de recherches dans ces domaines-là, puis c'est, florissant là, au cours des dernières années. Puis ça l'a comme permis de mettre des mots, puis de mettre un bagage scientifique sur ça qui était évident, puis qui faisait partie de ma pratique depuis le début, là. Depuis 2005, c'était un peu l'approche que j'avais avec mes patients, mais j'avais l'air d'une médecin granole ou ésotérique, mais tout d'un coup, c'est supporté par la science, puis ça donne une crédibilité supplémentaire, et j'adore ça. Puis ça donne aussi un schème de pensée, puis on a plein de formations en entretien motivationnel, comment faire changer les habitudes de vie, en psychologie positive. Puis c'est un créneau qu'on a débuté avec les résidents de l'Université Laval, les résidents de médecine de famille qui le souhaitent. Dans le fond, c'est comme un ajout à la résidence en médecine de famille depuis septembre 2022, qu'on est rendu à notre troisième cohorte et on a troisième ou quatrième cohorte cette année. Et on a un grand nombre de résidents qui se sont inscrits cette année. C'est notre plus grosse cohorte. On a 40 résidents qui se sont inscrits. Les autres années, c'était 5, 7, 10. Vraiment, on voit que ça fait des petits. Puis c'est vraiment cool. On se rencontre une fois par mois, puis on discute de cas cliniques qu'on a eus. On fait un retour sur la théorie d'un module. On est abonné au module américain du programme de Lifestyle Medicine. Puis après ça, depuis 2 ans, on invite des conférenciers invités. Fait que ça peut être des kinésiologues, nutritionnistes, plein de sortes de différents médecins aussi. Fait que c'est vraiment passionnant et ça donne une énergie nouvelle. Puis quand j'amène ça avec mes patients, par exemple, ça nous donne une façon commune de parler. Tu sais, c'est pas nouveau là dans toutes les lignes directrices, hypertension, diabète, obésité, les étapes 1 et 2, c'est saines habitudes de vie. On passe 2 lignes là-dessus, puis après ça, on se met à expliquer comment prescrire les pilules, puis comment débuter, puis comment faire des chirurgies, tu sais? Fait qu'on est très, très, très bon pour dire que c'est important, mais pas sur le comment faire puis comment accompagner nos patients là-dedans. Ça fait qu'il y a plein d'équipes multidisciplinaires qui sont en train de se développer dans différents milieux. On n'en a pas encore chez nous, mais ça m'empêche pas quand même de le faire avec mes patients, de l'enseigner aux résidents. Puis c'est vraiment, pour moi, ça me redonne un peu le plaisir au bureau là, d'avoir cette approche-là. Le pilier de gestion du stress, je pense que c'est mon préféré, là, tous les outils de la résilience. J'utilise beaucoup les affaires de Rachel Thibault, qui est ergothérapeute, qui m'a beaucoup aidé depuis la pandémie. C'est plein de choses que j'ai l'impression d'avoir plus de pouvoir pour agir avec mes patients. Puis je suis pas obligée de donner une pilule parce qu'on a d'autres stratégies. Des fois, j'en utilise des médicaments, c'est sûr, j'en prescris aussi beaucoup, mais c'est pas ça la première réponse, puis c'est pas ça l'unique réponse non plus. Ça t'outille, puis comme médecin de famille, tu peux aller au-devant. Frédéric, tu voulais ajouter quelque chose, je pense, là-dessus? J'ai Ben oui, comme tu vu sais, moi, ça me fait tu sais, tu as parlé de transformer. L'étudiante a dit: «Est-ce que je vais vraiment faire la différence?» Puis je dirais tellement parce que c'est pas je pense que c'est pas pour rien qu'on a parlé beaucoup des médecins de famille. Les gens en veulent un. Ils veulent un médecin de famille. Fait qu'on est vraiment désiré, puis c'est au point que, tu sais, il fallait qu'ils serrent la vis parce qu'ils disent: «Les gens en veulent tellement un qu'on va utiliser cet argument-là pour les politiques pour passer une loi, puis tout ça, ça va être populaire». Tu sais, fait qu'on est désiré, puis on fait l'effet partout. Si tu fais l'effet pour le patient individuellement, mais tu es dans un party de famille, tu es capable de jaser tout. Tu as tout le temps un mononcle qui te pose une question, puis toi, tu es tout le temps capable d'y répondre. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu parles avec n'importe quel spécialiste, tes collègues, tu es capable de discuter avec eux autres. Eux autres, ils comprennent pas nécessairement les autres, là, entre un psychiatre et un orthopédiste, mais toi, tu comprends leur game. Moi, je trouve ça fantastique. Puis en étant généraliste comme ça dans notre approche, on voit justement le mode de vie, on comprend un peu tout ce qu'il y a autour de la maladie. Fait que comme tu disais, Caroline, on peut interagir. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à parler à la radio dans la pandémie en disant, il sort plein de choses qui n'ont pas de bon sens dans la pandémie. Il faut comme qu'on se dise, on mette les pendules à l'heure. Après ça, à LCN, je faisais une capsule santé pendant 2 ans. Je choisissais tout le temps des thèmes communs, des choses qu'on voit tous les jours, des questions fréquentes pour donner le pouvoir aux patients. Puis, on a parlé de la communauté, mais là, à ce heure, tu sais, pense j'ai eu des demandes aussi pour une conférence avec Pierre Lavoie en février, pour un junior de l'école. J'en ai une autre à Charlevoix qui s'en vient. Fait que là, on est en train aussi de communiquer de l'information parce que dans les médias sociaux, ce qui sort, c'est souvent des affaires négatives qui sont pas en lien avec les lignes directrices parce que tout ce qui est négatif, tout ce qui est sensationnel se partage plus. Qu'on doit avoir notre présence sur les médias sociaux pour dire la vraie information parce que tout le monde prend la parole, puis il y a trop de bruit, puis ça correspond pas à la réalité. Tu sais, pour une génération Z qui dit: «Hey, je peux-tu faire la différence?» Tellement, tellement, t'as la place pour il y a pas une place. Ça, je pense que vraiment, tu sais, avant, on était en hospitalo-centrisme. On sait que chaque dollar investi en première ligne puis en prévention permet d'économiser 8 $. exact. Tout à fait. C'est là que les patients sont. C'est là qu'on va pouvoir sortir aussi des coûts de la troisième ligne, puis se redonner de l'argent pour que les gens soient mieux, freiner la maladie, repousser la maladie et non vivre Mhm. plus longtemps malade.
Fait que si, dans le fond, tu résonnes quand je te parle, puis ça fait du sens pour toi, ben viens avec nous parce Viens qu'on avec a nous! besoin de bras. C'est comme ça qu'on va économiser plus tard. Tout à fait. Puis il y a un des aspects qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est, je pense, quand même une des marques de commerce des médecins de famille au Québec, c'est la question de l'aisance à discuter du surdiagnostic, de la surmédicalisation. C'est un thème très, très fort parmi les médecins de famille. On a nos grandes vedettes nationales autour de ça, mais Caroline, entre autres, quand tu étais présidente du Collège québécois des médecins de famille, ben c'était un des thèmes chers qui te venait, qui te cœur. Est-ce que tu peux expliquer rapidement à l'auditoire, c'est quoi s'ils n'en ont pas déjà entendu parler parce qu'ils ont juste travaillé avec de la deuxième puis la troisième ligne? Oui, bien, on peut penser notamment à la campagne Choisir avec soin qu'on a eu la chance de rapatrier au Collège québécois des médecins de famille là, au moment où j'étais présidente. Fait que René Whitmer, qui est le président de la campagne au Québec, est absolument extraordinaire communicateur et vulgarisateur. Puis, tu sais, ça fait plein de sens dans le sens que la pertinence des soins, c'est de faire des choses pour la bonne personne au bon moment, mais de pas nécessairement surmédicaliser ou surtraiter. C'est un peu contre-intuitif de penser qu'on peut nuire en faisant un test. Mais pourtant, c'est super bien documenté. Des fois, on fait des tests pour rien, mais des fois, le test peut-être qu'il était pertinent, mais il peut quand même apporter des préjudices aux patients. On peut trouver des cancers qui finalement n'auraient pas évolué. On peut trouver des petites anomalies de labo qui vont découler en cascade diagnostique puis finalement finir en queue de poisson, mais en ayant laissé quand même beaucoup de stress puis peut-être des séquelles physiques de biopsie ou des choses comme ça en cours de route. Fait que c'est quand même quelque chose qui est relativement méconnu de la population. Je pense que les étudiants en entendent un peu parler au préclinique, mais c'est vrai que tu as raison que c'est beaucoup les médecins de famille qui portent ça, mais ça doit être porté de façon transversale avec Mhm. toutes les spécialités aussi, parce que le cardiologue peut pas dire fais telle chose, puis nous on dit ben non, fais pas telle chose, puis là ben on n'est pas aussi spécialiste qu'eux autres dans leur tête, fait qu'il faut quand même se réapproprier tout ce qui est de la prévention puis du dépistage, ça appartient à la première ligne. On peut pas faire du dépistage si on est rendu pneumologue spécialisé en cancer. On a la pointe de l'iceberg. Nous, on a la base de l'iceberg. Fait qu'on peut pas appliquer le même filtre diagnostique là, à notre clientèle. Fait que toute cette notion-là de pertinence est essentielle pour être capable, d'utiliser judicieusement les sous dans notre système de santé. C'est pas une question nécessairement d'argent, mais même de ressources, d'avoir un plateau technique qui est disponible pour la bonne affaire. Si on a une masse au sein, il faut pas que les mammographies soient embourbées de retard à cause de mammographies de dépistage ou de suivi de petites anomalies qui sont pas grand-chose. Il y a des tonnes et des tonnes d'exemples là-dessus, mais il faut que tout le monde ait cette conversation-là avec les patients. Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Si on arrive en fin de vie, comment vous visualisez ça? Jusqu'où vous aimeriez aller? Des troubles cognitifs, comment? C'est-tu une bonne idée de mettre un pacemaker défibrillateur si on sait que ce qui nous attend, c'est de finir en fœtus dans le fond d'un lit dans 7 ans? Est-ce que c'est comme ça que vous visualisez votre fin de vie? Tu sais, que d'avoir des conversations difficiles, c'est favoriser quand on a un bon lien avec nos patients puis avec leur famille, puis qu'on est capable d'avoir des belles conversations émotives des fois, mais étalées dans le temps aussi. Là, ça, c'est Exact. vraiment, Puis vraiment c'est important. tellement beau quand les patients, des fois, reviennent, puis là, disent: «Ah, j'ai vu mon médecin spécialiste», puis qu'ils le respectent évidemment beaucoup, puis ils disent: «Mais là, il voulait que je fasse telle affaire. Toi, t'en penses quoi? Parce que tu connais tout le reste», tu sais? Fait que puis je trouvais ça important qu'on parle de surdiagnostic, qu'on parle de justement des projets qui vont mobiliser la médecine, mais d'une autre manière de pratiquer dans les prochaines années parce que, ben, on le dit depuis le début, ça évolue, puis il y a encore tellement de place pour l'innovation en médecine de famille. En tout cas, vous êtes super inspirant de ce côté-là. Est-ce que vous y croyez que, ben, ça va être encore possible d'innover ou je suis toute seule dans mon bateau à me dire: «L'innovation, oui, mais il va falloir», tu sais, est-ce que vous croyez que ça va être possible en 2026 si on choisit la médecine familiale, qu'on fait notre résidence, d'innover au Québec en médecine de famille? Peux-tu rebondir sur quelque chose qui répond partiellement à ta question, mais qui rebondit un peu sur ce que Caroline disait? Juste à vous entendre, tu sais, on est tellement privilégiés dans cette continuité-là, puis cette relation avec nos patients, puis d'être aux premières loges. On permet ce empowerment-là des patients de porter leur voix dans leur parcours de soins, puis dans le shared decision making, etc. Puis on peut porter leur voix dans ces innovations-là aussi. Puis je vais aller une coche plus loin parce que, tu sais, un peu tu disais, Frédéric, tout le monde veut un médecin de famille. Puis là, ben, effectivement, le lien en continu, que ce soit un médecin de famille ou IPS, mais aussi l'équipe de soins. Puis Caroline en faisait référence au début par rapport à, tu sais, on regarde le modèle au Canada par d'autres pays à l'international. On a vu cette évolution-là aussi. On vient aussi empowerer les autres professionnels de santé avec qui on travaille. Puis il y a une grande évolution qui est là aussi. Je pense, je dirais aussi, dans cette idée-là d'innovation, il y a l'innovation comme médecin de famille, puis il y a aussi l'innovation en équipe de soins pour la première ligne.
qu'on fait au sein de nos pratiques, puis qu'on est capable depuis le début de ma pratique, puis depuis mes études, genre, la réponse, elle est oui à ta question, Pascal, j'y crois, parce que la présence des médecins de famille est augmentée significativement tant au niveau des publications de leur innovation, tant dans leur présence au congrès, tant dans leur présence en poste de gestion, dans leurs cliniques, dans les établissements, essayer d'influencer les choses. Est-ce qu'il y en a assez? Non. C'est pour ça qu'on continue dans les travaux de valorisation à l'échelle locale, puis on veut que ça continue à l'échelle provinciale. Mais tous ces pas-là, puis cette présence-là, puis Frédéric, tu en as un aussi sur les réseaux sociaux qui a très grande présence, puis du following, puis Pascal aussi, dans l'initiative qu'on fait comme aujourd'hui, ça nous permet de se donner ces véhicules-là, puis cette visibilité-là. Fait que je dirais chapeau à tous ceux qui le font à toute échelle, puis aux étudiants, puis aux résidents, absolument. Je dirais, si vous préférez vous concentrer à votre pratique, c'est une opportunité, mais si vous voulez une opportunité de développement, d'innovation, de recherche, de publication à l'échelle québécoise, puis aller même à le faire connaître à l'extérieur du Québec, absolument. Puis les médecins de famille prennent de plus en plus de place et la première ligne aussi. Oui. Frédéric, tu veux ajouter quelque chose? Oui, puis c'est clair pour moi, je dirais à l'étudiant tellement, tellement parce que regarde qu'est-ce qui se passe des derniers temps, tu sais. On a même avec ça va s'accentuer, mais on travaille plus en équipe. Tu sais, avant, tu étais plus solo, plus pratique solo. Là, même le mode de rémunération vers lequel évolue tend vers les équipes élargies. Fait qu'on a passé beaucoup de temps à dire qu'il fallait travailler en équipe, mais on n'a pas bien étudié comment. Tu sais, ça, c'est l'affaire là où on le fait tout un peu à notre façon, mais il y a quelque chose à exploiter là, à mieux travailler en équipe, les modèles porteurs. Fait que comment le faire de manière encore plus optimale, ça, c'est super porteur. Il y a toute la technologie ici. Tu sais, avant, Mhm. toute la note tapée, nanana. Écoute, moi, à cette heure, justement, j'ai fait la première avis de la médicale à mourir. J'ai mis mon portable là, puis là, je tenais à la main de la patiente, la famille, je répondais aux questions. J'ai pesé sur l'intelligence artificielle qui a fait la note. J'ai corrigé deux trois affaires, mais tout était là, mais j'étais absolument présent, puis j'ai pas tapé après ça une demi-heure ma note. Mm. Fait il se passe des affaires. Tu sais, bientôt, là, ce qu'on sait, c'est que les formulaires vont se remplir. Puis bientôt, les patients vont pouvoir discuter avec un chatbot, tu sais, puis décrire leurs symptômes. Là, ils vont poser des questions, ils vont faire un résumé sémantique parce qu'il y a des patients qui ont de la misère à faire le résumé sémantique de leur histoire. Fait qu'est-ce qui va venir dans le bureau? Ça, on va valider ça, mais on va pouvoir creuser plus, justement, le lien, aller plus, les habitudes de vie. Ça va nous dégager du temps au lieu de cocher des cases puis des symptômes de dépression pour mieux comprendre l'histoire de la dépression puis le patient. Je pense qu'avec les outils technologiques puis ce qui s'en vient avec le travail d'équipe bonifié, c'est une nouvelle ère de la médecine de famille qui commence. Mhm. Puis la génération Z qui va Vraiment. vouloir développer ça. Ils vont grandir là-dedans. Tu sais. C'est comme si les gros irritants qu'on voyait, là, la paperasse, tu sais, le silo, les systèmes, je pense, sont en train de tu sais, dans le fond, de s'améliorer. Fait que d'après moi, je te le disais encore, mais la plus belle place pour être, c'est maintenant. C'est comme à la bourse, tu sais, faut que tu achètes quand ça allait pas bien. Là, tu sais, il y a eu C'est ça. un moment où ça allait pas bien, mais ça s'en Ça va dans va le juste bon monter, bord. là. Là, c'est ça, le Ça en va. momentum est avec nous. Là, fait que ça, Mais Quelle ça belle promet. analogie. Ah, c'est excellent. Je pense J'aimerais qu'on peut, ajouter, oui, vas-y. si tu me permets, Ben oui, Pascal, vas-y, vas-y. je trouve ça super intéressant ce que vous dites, puis je voudrais même ajouter que au-delà de l'équipe, multidisciplinaire, auquel on peut penser souvent, infirmiers, pharmaciens, travailleurs sociaux et tout ça, j'ai vécu l'expérience dans les dernières années avec Prescrit Nature d'élargir encore plus cette influence-là avec Mhm. d'autres professionnels, puis avec des urbanistes, puis avec des gens qui travaillent en verdissement urbain, puis en mobilité durable, puis en assainissement, de l'alimentation. Puis là, tu sais, Explique un on petit est peu c'est quoi rendu là Prescrit Nature pour ceux qui le oui, connaîtraient pas du tout. C'est vraiment un super programme, effectivement, là. oui, fait que dans le fond, Prescrit Nature, c'est un site web, prescrit pas de T, trait d'union nature.ca, qui répertorie les bienfaits pour la santé physique et mentale du contact régulier avec la nature. Puis la bonne dose de nature pour avoir des bénéfices, c'est au moins 20 minutes à la fois, puis idéalement 2 à 3 heures par semaine. Fait que le concept derrière Prescrit Nature, c'est de former les professionnels de la santé à penser à prescrire du temps en nature à leurs patients. Parce qu'on sait que le déficit nature est à la base de bien des symptômes, puis que passer à partir de 20 minutes en nature, on a déjà une baisse de la pression artérielle, une baisse du cortisol, une baisse du stress, l'amélioration de la créativité, de l'attention, une amélioration du taux des diplomations même qui a été étudiée. Fait que c'est vraiment, vraiment fascinant, puis c'est à portée de main.
Qu'est-ce qui est du contact avec la nature? Est-ce que d'avoir un arbre sur son terrain, c'est assez? Est-ce que d'avoir un petit parc chenu à côté? Est-ce qu'il faut aller dans le fin fond du parc de la Gaspésie pour que ça fonctionne? Il y a probablement une gradation de tout ça, mais un des trucs qui est super intéressant, puis pour lequel on fait beaucoup de collaboration, là, les différentes personnes impliquées dans Prescrit Nature, c'est le verdissement urbain. Puis pour pouvoir faire du verdissement urbain, puis planter plus d'arbres, puis faire des pistes cyclables, ben, des fois, il faut réduire un peu la place que l'automobile occupe dans nos villes. Fait que là, on peut parler de transport collectif, transport actif, de transformation de la mobilité. Ça va d'ailleurs améliorer la santé si on peut se déplacer à pied ou à vélo plutôt que dans sa voiture solo. Réduire aussi la pollution, réduire les GES. Fait qu'il y a comme une roue vertueuse qui peut s'installer dans ce sens-là. Mais là, c'est cool parce qu'on sort du bureau du médecin. Tu sais, au début, en 2022, j'étais comme là, je suis dans mon bureau, je presserais ça avec mon patient. On allait voir sur Google Maps où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il y a comme boisé de proximité, tout ça. Mais par le fait de donner des conférences là-dessus, puis de rencontrer des gens, je me suis rendu compte que plein de monde travaille là-dessus, chacun dans son secteur. Puis, tu sais, moi, je parlais pas à des urbanistes avant, là, je pensais pas que c'était dans mon rôle de médecin de famille de faire ça, mais ça peut le devenir, ça peut l'être. On peut sortir de nos bureaux puis avoir de l'influence sur d'autres choses. Puis, fait que ça veut pas dire que tout le monde était obligé de faire ça, mais on peut faire ça aussi. On Mmh. a ce pouvoir-là, on a cette reconnaissance. Tu sais, le titre de médecin nous donne Nous on ouvre est on tellement est de portes. chanceux, c'est ça, d'avoir le pouvoir et la reconnaissance quand même, de parler. Notre voix, elle est écoutée, et après ça, ça peut engendrer des changements qui sont très, très positifs, au-delà de la relation un à un avec nos patients. Là, on peut commencer à travailler au niveau méso ou même macro, puis ça peut se faire en cours de route au fur et à mesure que la carrière avance, là. C'est pas quelque chose que j'aurais été à l'aise de faire après 1 an ou 2 de pratique, là. Ça vient avec le temps puis avec des opportunités qui s'ouvrent comme ça. Hem, Fait que donc l'équipe multi, on peut la penser à toute l'organisation de la société. Ça, je pense que c'est le fait de travailler. Vas-y. Non, mais je pense que c'est le fait de travailler en communauté qui rend cette perspective-là possible, tu sais, puis fait que les médecins de famille dans nos rôles à l'extérieur de l'hôpital, d'être beaucoup plus en contact avec l'ensemble des déterminants de la santé, puis de pouvoir agir dessus. Mais de ton côté, Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non. Contribuer quand même, je souriais tout au long de ce que tu disais, particulièrement tu as dit 20 minutes parce qu'en temps de COVID, vous vous rappelez, on était tellement isolés, mais on travaillait. Puis l'équipe inter de mon GMF, j'étais médecin responsable à ce moment-là, puis nous, on est à Wakefield, on est dans la nature. Puis on Mmh. a un vieux building, mais on veut pas déménager parce qu'on voit la rivière, puis derrière, il y a les trails. Puis on l'oublie par moment, puis j'ai juste tellement souri parce que tu as dit prescrit 20 minutes. Puis nous, ce qu'on s'est dit, il faut sortir de ces murs. Tu sais, on ne socialise pas, on ne voit pas, mais on traite puis on est isolés. Puis là, ben, comme médecin responsable, on faisait nos rencontres, on allait marcher dans le bois avec la TS, les infirmières. Puis là, c'était prescrit pour avoir notre rencontre, un 20 minutes dans la trail. Fait que là, je souris des années plus tard, je me dis, sans le savoir, c'était Ben oui, bravo. thérapeutique. Vous Je suis tellement autodisez, contente, faites de Caroline. l'autotraitement. Mais je pense qu'on peut conclure justement cet épisode-là en se disant qu'on suggère peut-être à nos étudiants qui il est très rare qu'ils seraient encore hésitants là, après vous avoir entendu chacun parler de vos perspectives sur la médecine familiale, de peut-être aller prendre une marche de 20 minutes dans le bois. On a vu là, avec notre premier ministre d'aller prendre une marche dans la neige. Là, ça fait quand même un bon effet sur la réflexion, mais d'aller prendre une marche dans le bois pour réfléchir à leur avenir puis de se dire que ben, certainement les feuilles vont venir en médecine familiale, le soleil va revenir, le printemps s'en vient. Puis on leur souhaite un bon Carms, d'être heureux de leur choix, d'être heureux du match, puis d'être heureux pour le reste de leur vie, en espérant qu'ils nous choisissent nous, mais minimalement qu'ils trouvent la voie qui les compte. Puis j'espère qu'avec les gens qu'on a rassemblés ce soir, Emmanuel, Frédéric, Caroline, un énorme merci. Ben, j'espère qu'on vous a convaincus que c'était quelque chose qui, même encore en 2026, était pertinent. Fait que c'était pour vous, mes amis, mes étudiants et tous les autres étudiants du Québec. Bon Carms, bonne suite, puis bienvenue en médecine de famille. Un immense Merci. Merci merci. Pascal. Un privilège. Merci, François.